le journal. Tenemba Munikata. L'armée malienne maîtrise des terrains en 3e région. C'est l'heureux constat fait par les chefs d'état-major des armées. Le général de division Oumar Diarra était au plus près des hommes. Améliorer les cadres de vie et bien gérer l'environnement, c'était l'un des objectifs de la COFESFA, coopérative des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement. C'est l'histoire de la réussite dans l'assainissement de 16 femmes diplômées auparavant sans emploi, nous contera Agibou Koulibaly en fin de journal. Et puis sport, la CAN 2022 a vécu, les compétitions nationales reprennent leurs droits. Chez nous, la 14e journée du championnat national a démarré hier. Tout d'abord, c'est communiqué du gouvernement dans ce journal dont la teneur vous est livrée ici par Ousmane Dao. Ousmane Dao, bonjour. Bonjour Tenemba Munikata. Dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale concernant la conduite de la transition, le gouvernement de la République du Mali a mis en place un mécanisme de concertation pour soutenir cette dynamique. Ce mécanisme a pour but de rechercher une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale, notamment à travers l'adoption d'un chronogramme consensuel. Le mécanisme est structuré comme suit. 1. Un groupe de dialogue au niveau ministériel. Il a pour mission de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et d'œuvrer à un rapprochement de positions et à la recherche de compromis sur les questions en suspens. Le groupe est composé des pays et institutions suivants. Le Ghana, présidence en exercice de la CEDEAO, la Mauritanie, le Nigeria, le Sénégal, présidence en exercice de l'Union africaine, la Sierra Leone, le Togo, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. La coordination du groupe de dialogue est assurée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. 2. Un groupe de travail élargi. La mission du groupe de travail élargi consiste à faire l'évaluation technique du projet de chronogramme de la transition présenté à la CEDEAO. Il est composé des représentants du gouvernement du Mali et des membres du comité local du suivi de la transition, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, le Ghana et le Nigeria, assistés de personnes ressources et d'experts compétents. La coordination du dit groupe est assurée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, en collaboration avec le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. À la suite de la première réunion du groupe de dialogue au niveau ministériel tenue le 31 janvier 2022 sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la réunion inaugurale du groupe de travail élargi a eu lieu le mardi 8 février 2022 sous la présence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali, à travers cette initiative, renouvelle son engagement pour le retour à un ordre constitutionnel normal et sa disponibilité constante au dialogue et au consensus pour la réussite de la transition. Ce communiqué est signé du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Merci Ousmane Dao. En 3e région, la visite du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra a été salutaire, déclarent les troupes présentes sur la ligne de front. Partout où le chef d'état-major général des armées s'est rendu, il a trouvé que ces hommes sont les maîtres du terrain. Les localités sont désormais sous leur contrôle en effet. Un constat enthousiaste pour le chef d'état-major général des armées. Sékou Kounati. Rien n'arrêtera la détermination des troupes maliennes à mener à bien l'opération Kélétiki. Les hommes engagés ont aujourd'hui en main le contrôle aérien et terrestre, ce qui leur permet de fermer tous les robinets de ravitaillement des terroristes en logistique, vivres, armes, munitions ou en carburant. Ces terroristes, en manque de soutien de leurs partenaires, sont traqués de toutes parts. Sergent-chef Amouna Diabaté, chef section Mota du GTA 2 de l'opération Kélétiki. Vraiment, je suis très content et ça nous donne de plus en plus de morale. Vraiment, on est très content. Par rapport à notre manœuvre, vraiment, c'est difficile. Mais ce que, par rapport à notre nation, le Mali, on est prêt à tout, on est prêt à donner notre vie pour notre peuple.
La hiérarchie militaire, qui dispose désormais d'un service de renseignement autonome et de dernière génération, n'entend plus donner de temps à ceux qui veulent nous maintenir dans un bourbier de crise à n'en pas finir. Sergent Amadou Cissé, adjoint au chef Gata de l'opération Kélétigui. Avec l'avion, on a parvenu à trouver des véhicules qui étaient cachés au niveau de certains niveaux. Donc, on a effectué beaucoup de missions, ils nous ont guidés. Donc, ça nous a permis aussi de localiser leur base et de les déloger. S'agissant de la prise en charge des blessés de guerre, elle devient automatique grâce à la promptitude du service de santé des armées. Capitaine Amadou Diallo, médecin-chef GTA 2. Nous avons à notre disposition pratiquement les médicaments essentiels pour la prise en charge des blessés jusqu'à l'acheminement vers les structures spécialisées. Donc, s'il le faut, on fait la prise en charge dans les cas contraires si ça nous dépasse. Voilà. Donc, on a aussi des médicaments pour la prise en charge des pathologies courantes. Général de division Omar Diarra, chef d'état-major général des armées. Les forces armées maliennes sont dans cette dynamique grâce aux efforts et aux moyens qui ont été mis à leur disposition. Et les efforts aussi sont annoncés. Quand les moyens sont là, les hommes travaillent bien et c'est ce que nous sommes en train de prouver sur le terrain. Donc, porter ce message pour que tout le monde soit dans la même dynamique offensive et rechercher et détruire les terroristes dans les sanctuaires. L'autre message que j'ai de donner, c'est d'être très vigilant le long de la frontière, vraiment pour que les populations puissent vraiment vaguer librement à leurs occupations. Ces visites de commandement cadrent parfaitement avec la vision du chef suprême des armées, qui n'a d'autres objectifs que de redonner aux citoyens maliens la paix, la stabilité, le vivre ensemble, gage d'un développement économique durable et sécuritaire. C'est Kasso Seko Konaté Amadou Dolo pour l'ORTM. Sur un autre plan, le gouvernorat de Douanza vient d'accueillir son siège, doté d'une résidence pour les chefs de l'exécutif et des bureaux. L'infrastructure qui devrait permettre à l'administration générale d'accomplir sa mission au service des populations est entièrement financée par le budget national. Douanza, Daouda Diakité. La nouvelle région de Douanza dispose désormais d'un local sous contrat bail servant de résidence de l'exécutif et des bureaux pour le personnel. Le joyau qui vient d'être mis à la disposition des autorités permet à coup sûr de renforcer l'administration générale dans sa mission au service des populations. Maurice Cissé, gouverneur de la région de Douanza. Notre maison commune, un bâtiment R+3 comportant une salle de réunion, 2 grands magasins, une douzaine de bureaux, une salle de réception, des toilettes, des terrasses couvertes, des annexes et j'en passe. L'occasion est opportune pour les élus et les légitimités traditionnelles de saluer les efforts des autorités de la transition malgré le contexte national difficile marqué par les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre notre pays. Maurice Cissé, gouverneur de la région de Douanza. La réalisation de ces conditions de succès de l'action publique en faveur de nos laborieuses populations interpelle tous les acteurs que nous sommes. Pouvoir public, autorités élues, notabilités coutumières et religieuses, société civile, forces de défense et de sécurité. J'ose croire que cet appel ne tombera pas dans l'oreille des sourds. Il convient de noter qu'en plus du siège du gouvernorat, la région de Douanza a bénéficié d'autres appuis en matériel roulant, des mobiliers et des équipements entièrement financés sur le budget national. Mopti, Daouda Diakité et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet Justice et Stabilité au Sahel. Ce projet qui vient d'être lancé à Ségou concerne 3 régions du Mali. Il est financé par le gouvernement de la Grande-Bretagne et mis en œuvre par Mercy Corp en partenariat avec Adam Smith International. Il a pour objectif d'assurer une justice inclusive et légitime aux populations en cas de conflit foncier. Jacqueline Dakou. Ce projet vient atténuer la souffrance des populations en matière de litiges fonciers et des ressources naturelles afin d'améliorer la sécurité et la stabilité au Mali. Il est mis en œuvre par Mercy Corps en partenariat avec Adam Smith International et concerne les régions de Ségou, Koulikoro et Sikassou. Sanda Alassane,
représentant de Merci Corps à Ségou. Le projet a 3 axes d'intervention. Et le premier axe, c'est de renforcer les capacités des communautés à résoudre les causes structurelles de conflits. Le second axe du projet, c'est réduire l'impact des moteurs déclencheurs du conflit dans les zones de conflits fonciers. Le troisième axe, c'est également de réunir des bases de preuves pour contribuer à améliorer l'action que Diaz est en train de faire. Les projets de justice et stabilité au Sahel touchent environ 27 000 personnes, en priorité des femmes et jeunes marginalisés. Colonel Lamini Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Au regard du fait que le Mali vit une situation exceptionnelle de son histoire, caractérisée par une crise multidimensionnelle partie du nord depuis 2012 et vécue de nos jours au centre et au sud, le gouvernement malien réitère son soutien et son engagement aux différents programmes, singulièrement à celui de justice et stabilité au Sahel, de Mercy Corps et Adam Smith International. Les projets de justice et stabilité au Sahel est financé par le gouvernement de la Grande-Bretagne, FCDO. Son coût est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Ségou, Jacqueline Dakou et Bakary Traoré pour l'ORTM. 13h11 à Bamako. Au Burkina Faso, le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a été suspendu hier. La Cour a accordé un délai de 3 semaines aux avocats de la défense pour se préparer. Le parquet a demandé notamment 30 ans de prison ferme pour l'ancien président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando. Pour les mêmes charges, il a été requis 20 ans de prison ferme pour le général Gilbert Diendéré, l'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, et 11 ans avec sursis pour Jean-Pierre Palme, ancien commandant de la gendarmerie nationale. Des réquisitions qui ont déçu les parties civiles. Toujours au Burkina Faso, une commission technique qui doit tracer les contours de la transition a été mise en place hier. Cette commission doit proposer dans les 15 prochains jours un projet de charte pour la transition, un agenda et la durée de la transition. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a appelé les membres de cette commission à faire preuve de patriotisme et à mettre l'intérêt supérieur de la nation au centre de leurs préoccupations. Au Burundi, après 6 ans, l'Union européenne a levé hier officiellement ses sanctions budgétaires après plusieurs mois de dialogue politique. Cette décision a été prise en raison des progrès observés dans les pays, même si l'organisation européenne reconnaît qu'il y a encore des défis à relever. Ces sanctions avaient été prises en 2016 suite aux violences nées de la décision du président défunt Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. La Corne de l'Afrique en proie à une sécheresse record. La sécheresse dans cette zone de l'Afrique menace 13 millions d'individus. Un record depuis près de 40 ans selon les Nations Unies qui déplorent 3 années où les saisons des pluies ont été inexistantes. En Éthiopie, l'Est et le Sud du pays sont particulièrement affectés avec près de 7 millions de personnes en besoin urgent d'aide humanitaire. Bonjour Radio Matina. Bonjour Tenemba Monikata. Après la CAN et retour aux compétitions nationales, la 14e journée du championnat national a démarré hier. Oui, le démarrage de cette 14e journée, 3 rencontres étaient au programme. Le duel ASCO Yélé a tourné en faveur de l'équipe de Korofina qui s'est imposée 2-0 le club olympique de Bamako COB. Une de grosses pointures de notre football est tombée devant l'AS Police de Moussa Keita Dougoutigui qui l'emporte 2-1. Le match Black Star de Badalabougou, Djouliba Athletic Club, n'est pas allé à son terme. La rencontre s'est arrêtée à 10 minutes de la fin lorsque Black Star de Badalabougou a ouvert le score 1-0. Ensuite, ça n'est suivi des jeux de projectiles de la part des supporters du Djouliba AC. Il revient ainsi à la Fédération malienne de football de statuer sur ce match. La 14e journée se poursuit aujourd'hui avec 4 rencontres à Sikasso au stade Babemba Traoré. L'AS Douane accueille l'US Bougouba de Koulikoro au stade Morou Diarra H de Koulikoro. Le 7 Goulon-Fly reçoit le leader l'AS Bakardjan de Baraouli. Et à Bamako, au stade Omnisport Modibo Keita à 16h, le stade malien de Bamako, qui commence à retrouver ses repères, affronte les 11 curateurs de Nyarela et à 18h, l'AS Real de Bamako joue contre LCBA. Les deux formations traversent des moments difficiles et une défaite de l'une ou l'autre formation ne fera que compliquer les choses. Cette 14e journée prend fin demain jeudi. L'élection à la tête de la Ligue de football du district de Bamako approche à grands pas. Cette élection est prévue le 12 mars prochain. Le délai de dépôt des candidatures prend fin demain jeudi. Parmi les candidats figure le président sortant de la Ligue Issa Sidibi. Signalons que la Ligue de football du district de Bamako est la Ligue pilote du football malien.
Coupe du monde des clubs, le premier finaliste est déjà connu. Il s'agit du club brésilien de Palmeiras qui a battu hier en première demi-finale à Lali, le représentant du continent, par le score de 2-0. Palmeiras du Brésil, vainqueur de la Copa Libertadores, croisera en finale ce samedi le gagnant de la deuxième demi-finale qui oppose ce soir les Anglais de Chelsea, champions d'Europe, aux Saoudiens d'Al Hilal, champions d'Asie. Dans cette équipe d'Al Hilal évoluent le Nigérian Odion Igalo et le Malien Moussa Marega. En Europe, des rencontres de coupe et de championnats sont prévues aujourd'hui. En Angleterre, d'abord, il est question de la 24e journée de Premier League anglaise. Les matchs prévus ce soir sont Norwich Crystal Palace, Tottenham Southampton, Aston Villa Leeds United et la réception de Brentford par le leader Manchester City. Les deux dernières rencontres se jouent demain. Il s'agit de Wolverhampton Arsenal et Liverpool Leicester. Hier, au compte de cette 24e journée de Premier League anglaise, Burnley et Manchester United ont fait match nul 1 but partout. West Ham a battu 1-0 Watford et victoire 3-1 de Newcastle face aux Toffees d'Everton. Coupe d'Espagne, Betis Séville et Real Vallecano est l'affiche de la première demi-finale aller ce soir à 20h. La seconde demi-finale aller se joue demain jeudi entre l'Athletic Bilbao et Valence FC. Coupe d'Italie, l'Inter Milan s'est qualifié hier pour la demi-finale en s'imposant 2-0 face à la Roma. À suivre ce soir à 20h, le deuxième quart de finale entre le Milan AC et la Lazio de Rome. Les deux derniers quarts de finale, Atalanta Fiorentina et Juventus Sassuolo, se jouent demain et jeudi. Coupe de France pour boucler. L'AS Monaco, vainqueur hier 2-0 de Amiens, est en demi-finale. Les quarts de finale se poursuivent ce mercredi. Bergerac et Versailles, tous clubs de division inférieure, vont s'affronter pour une place dans le dernier carré. Il y aura aussi le choc Nice-Marseille, coup d'envoi ce soir à 20h15. La rencontre sera à guichet fermé. Et demain, le dernier quart de finale de cette Coupe de France oppose Nantes à Bastia. Merci, Aridou Matina. Chronique de l'environnement. Structure de référence en matière d'auto-emploi, de protection de l'environnement et du bien-être familial, la COFESFA, Coopérative des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement, est l'histoire des 16 femmes diplômées sans emploi. Elles ont réussi leur insertion professionnelle dans le domaine de l'assainissement à Bamako. L'un des objectifs de la COFESFA était l'amélioration du cadre de vie et la gestion de l'environnement. Dans ce premier numéro d'aujourd'hui en rediffusion, nous parlerons de la genèse de cette structure avec les premières initiatrices et les pionnières de la COFESFA. Chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. La création de la COFESFA, Coopérative des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement, est l'initiative d'un groupe de femmes qui ont développé leur activité à travers la collecte des déchets. C'est une structure privée créée en mars 1989. Konaté Aminata Diarra est la présidente de la COFESFA. Ces femmes ont su quand même démontrer que le ramassage des ordures pouvait être créateur d'emplois. C'est pourquoi nous avons créé cette coopérative dans le souci de rendre Bamako plus propre en faisant le ramassage des ordures de porte en porte. L'idée de la création de cette structure émane d'une ancienne ministre de la Culture. Par le biais de ces relations, elle est parvenue à leur trouver une subvention pour leur permettre de démarrer les premières activités. Diallo Kamasa Kiliba, ancienne membre de la COFESFA. On ne peut pas parler de la COFESFA aussi sans parler de l'ancienne ministre de la Culture, Madame Aminata Dramane Traoré, qui est en fait la promotrice des collectes d'ordures. Donc elle était en son temps fonctionnaire des Nations Unies. Et elle a eu cette idée. Elle est vraiment allée vers les femmes diplômées. Comment est-ce qu'elles peuvent évoluer dans ce domaine-là et apporter un plus à l'assainissement du Mali. Et elle a sélectionné nos dossiers au niveau de l'Office national de la main-d'œuvre cellule jeunes diplômés. Et au départ, on a fait un test de niveau et un test d'engagement pour tester le fait que est-ce que nous sommes prêtes à aller dans ce créneau. Et il fallait payer un apport personnel. Nous n'en avons pas. Mais celles qui se sont déterminées à payer ça ont été sélectionnées. Aminata Dramane Traoré, initiatrice de la COFESFA. La COFESFA a vu le jour dans un contexte où les premiers diplômés sans emploi sont venus sur le marché. Bon, moi, j'ai été frappée par le fait que d'un côté, il y avait peu de jeunes femmes et diplômées
diplômées et que celles qui étaient disposées à entrer sur le marché de l'emploi n'en trouvaient pas. Donc, c'était aussi la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel qui ont nécessité le désengagement de l'État de la collecte des déchets. Donc, face à cette situation, je me suis dit qu'il y avait lieu d'innover, d'inventer. J'ai sélectionné 16 jeunes filles qui ont bénéficié de l'appui du FNUAP. La collecte a démarré à Médina Croix en 1990. Le système de ramassage consistait pour les chauffeurs de camions à sillonner le quartier en s'arrêtant à des points précis où les femmes et les domestiques leur portaient les poubelles remplies d'ordures. Konaté Aminata Diarra est la présidente de la COFESFA. Nous étions en équipe de travail. Au départ, pour le ramassage des ordures, dans chaque camion, il y avait 2 manœuvres. Mais en plus de cela, il y avait toujours un membre de COFESFA qui faisait la supervision et en même temps la sensibilisation autour de l'activité de ramassage d'ordures. L'activité commençait à 8h et prenait fin à 18h. Chaque 8h, le membre désigné pour la journée quittait le bureau avec le camion pour se rendre à Médina Croix. Donc, arrivé à Médina Croix, généralement, on s'arrêtait au bout de chaque carré et comme ça, nous-mêmes, on se mettait dans la peau de manœuvre. L'une des premières activités ciblées était la pré-collecte des ordures ménagères. Cette activité pouvait leur permettre de se rapprocher des ménages et surtout des femmes. Aminata Draman Traoré, initiatrice de la COFESFA. La collecte des déchets, si les familles qui payaient 1000 francs par jour, et cet argent ne suffisait pas du tout à couvrir, disons, leurs besoins parce que c'est quand même des mères de famille. Donc, du coup, elles ont été sollicitées dans le cadre de la gestion, disons, le nettoyage des bureaux, d'autres activités qui, malheureusement, les ont éloignées quand même du schéma initial qui consistait à rester surtout dans les quartiers défavorisés auprès des populations et venir répondre aux besoins des femmes. Sar Awasidibé, témoin du quartier test de Médina Croix. Un beau matin, j'étais devant ma porte quand j'ai vu le véhicule venir. Donc, c'était des femmes qui étaient dans le véhicule, sont descendues, ils ont ramassé toutes les ordures au niveau de notre carré. En tant que femme, j'en ai eu honte. Mais finalement, j'ai demandé qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ils disent que nous sommes une coopérative appelée COFESFA. Nous nous occupons du ramassage des ordures. Pour le moment, nous sommes dans la commune 2. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec elle. La COFESFA, à ses débuts, a donc procédé à des actions innovantes dans les domaines de la protection de l'environnement et de la communication pour un changement de comportement en santé en vue d'un développement durable. Merci Agibou Koulibaly et c'est ce qui met fin à cette édition. Une présentation de Tenemba Monikata mise en onde assurée par Abse Traoré et Sidi Koulibaly. Réalisation Dossé Baba Diarra et Awa Traoré. Coordination Ousmane Dao. Merci de nous avoir suivis. Des hommes, de nombreux grands hommes africains ont disparu. Ce monde n'est guère notre demeure